BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Nous voilà de retour, deuxième partie de quoi je me mêle, votre rendez-vous tech du week-end sur BFM Business, Radio Télé, sur 01 TV, la chaîne sur les box Orange, Free SFR, et puis bien sûr sur le digital, sur 01net.com et sur la chaîne YouTube de 01 TV, avec un club de la presse IT Mouse Costaud cette semaine, Éric Le Bourlou, rédacteur en chef de 01net.com, et Anthony Morel, journaliste à BFM Business. On poursuit, puisque si vous nous regardez ou nous écoutez, il y a eu une première partie de ce module de quoi je me mêle. On a beaucoup évoqué les frasques d'Elon Musk, etc., etc. On a parlé de télécom. Là, on va repartir sur le Pixel War, la Pixel War qui a secoué Internet, on va le dire, et secoué les pixels. On peut dire qu'il commence là-dessus. On voyait que ça. Là. Enfin, je sais pas, il y a eu 2 ou 3 jours sur les réseaux sociaux, tu ne voyais que ça. Tu pouvais pas passer à côté de cette guerre des pixels qui a été un truc incroyable. Moi, j'ai suivi ça. Alors, je sais pas pour vous, moi, j'ai vraiment suivi un peu comme une série Netflix, quoi. C'est presque ça, parce qu'il y a eu des rebondissements, il y a plein de trucs qui se passaient. Alors pour ceux qui vivraient dans une grotte, on est sur Reddit. Alors Reddit, en fait, a lancé une sorte de, une œuvre d'art participative, donc un Reddit, donc c'était Airplay. Reddit, c'est toujours Air plus la thématique du moment, plein de thématiques différentes. Et là, en gros, chaque internaute pouvait venir déposer un pixel toutes les 5 minutes. Voilà, un pixel toutes les 5 minutes. Tu pouvais revenir 5 minutes après, remettre un pixel. Et donc, chaque communauté... Et annuler le pixel précédent. Alors, il y avait un grand canevas. Donc, au début, chacun crée son petit truc, etc. Et à la fin, forcément, il y a des guerres de territoire parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que tu as eu très vite des factions qui se sont mises en place. Et là, c'est devenu complètement dingue parce que tu as eu des guerres entre pays, mais c'était presque, vraiment la guerre, quoi. Guerre gentille, évidemment. C'était de bonnes guerres, on va dire. C'était de bonnes guerres. Et surtout, ce qui était incroyable, c'est que la France a joué les premiers rôles dans cette guerre, puisqu'on a été, extrêmement actifs parce qu'on a eu des gros streamers de Twitch qui se sont mis dans la bataille, notamment Kameto et puis suivi par d'autres, pour dire voilà, on va faire rayonner la France. Alors ils ont commencé à créer une énorme tour Eiffel qui devait prendre un tiers de la map. Les gens étaient furieux en disant mais qu'est-ce qu'ils nous font les Français? En plus la tour Eiffel était assez moche au début, il faut bien le dire. Et puis après on a commencé à créer des dessins. Il y a eu des batailles, certains sont venus envahir le territoire français. Ensuite on a conçu des alliances avec d'autres pays en leur disant mais si vous nous attaquez pas, on vous attaquera pas et on fera une alliance contre d'autres. Il y a eu des attaques sous fausse bannière, c'est-à-dire que certains allaient créer un drapeau français sur un pays adverse pour faire croire que les Français les attaquaient pour créer des représailles contre les Français. Enfin, ça allait c'est une stratégie. Très loin. C'était un truc de stratégie assez fou. Il y a eu les streamers parlementaires entre eux sur des techniques de négociation, etc. Enfin, c'était assez génial à suivre. Et à la fin, on s'est retrouvé avec un truc qui est assez canon. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Il y en a d'ailleurs c'est superbe. C'est une vraie œuvre d'art. C'est une vraie œuvre d'art avec des drapeaux, alors il y a eu des communautés manga, donc il y a pas mal de trucs autour de One Piece, il y a beaucoup des communautés diverses et variées sur des jeux vidéo, il y a du Magic, il y a plein de choses, et on se retrouve, et la France a quand même une place importante, y compris à la fin, puisqu'on se retrouve avec un beau drapeau français, avec la tête de Zidane au milieu, un arc de triomphe, un croissant, et 2 ou 3 autres trucs liés à la France. C'est vraiment pas mal. J'ai trouvé ça assez excellent à suivre. C'est effectivement génial. Et puis c'est la vraie philosophie d'Internet finalement, en fait, qu'on est en train peut-être un peu de perdre. C'est bien ce qui va que ça nous rappelle. On est sur un vieux truc en fait. Oui. Et en fait, c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est finalement ça. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Ça me fait penser à la $1 million webpage qui était une vieille page web qu'un étudiant avait conçue. Et bon là, c'était plutôt du marketing, mais c'était super malin où chaque marque pouvait payer chaque pixel et donc venir sur cette page et à la fin on a eu un espèce de patchwork de plein de marques. C'est complètement inspiré de la $1 million webpage, sauf que là c'était complètement participatif et ça rappelle l'internet d'avant et les communautés, les forums, les communautés. Et c'est pas la première fois que Twitch fait ça, que Reddit fait ça, ils l'ont fait en 2017.
aussi, c'était un poisson d'avril en fait. Et ils l'ont refait cette année et on a vu une grosse différence, c'est-à-dire qu'on a vu l'impact effectivement de Twitch sur désormais les communautés internet. Et on a vu des scores hallucinants sur Twitch. Tu parlais de Kameto, il a été à plus de 400 000 auditeurs, en simultané. Ça fait rêver beaucoup de chaînes de télévision. Je vous le dis. C'est quand même assez énorme. Et surtout qu'il n'était pas tout seul. Lui, il organisait un petit peu. Avec un engagement qui est beaucoup plus fort en plus que les téléspectateurs qui sont devant leur télé, tu imagines. Évidemment. Qui commentent en direct, qui te posent des questions, qui interagissent, évidemment. Exactement. Et en fait, du coup, c'est grâce donc à lui qui a donc non seulement donc organisé sa communauté, fédérer autour de lui toute une communauté aussi de streamers francophones. Il y avait Squeezie, il y avait les plus grands Locklear, il y avait tous les streamers les plus connus, Zerator, les streamers les plus connus de France, c'était tous de la partie. Et donc, ce qu'ils ont fait, qui était brillant en fait, c'est qu'ils ont utilisé un script pour pouvoir en fait que tout le monde soit sur les mêmes dessins. Ce que peu ont fait. Donc c'était organisé quand même. C'était très organisé, très bien fait, puisqu'à chaque fois ils disaient ça y est, on va s'attaquer à ce projet-là. Donc maintenant tout le monde s'occupe, par exemple, de la tête de Zidane. Tout le monde va maintenant s'occuper du Louvre. Donc ils sont vraiment très bien organisés, à tel point qu'ils sont passés pour des tricheurs. À tel point qu'ils sont passés pour des tricheurs. Ils étaient tellement bien organisés qu'on a cru, que certains ont cru durant cette guerre, et notamment les Espagnols, ils ont cru que les Français trichaient en utilisant des bots qui automatiquement allaient faire les points sans qu'il y ait intervention humaine. Alors que c'est faux, c'était bien des gens qui étaient des vrais gens qui étaient très très bien organisés. Et c'est marrant parce que on voit là que d'habitude, on dit souvent la France, on n'est pas fier de nous, on est un petit peu machin, on n'est pas très patriote. Et dis donc là, en fait, on était les plus à représenter le drapeau, parce qu'il n'y a pas que là, on le voit en bas à gauche, mais il y en a partout ailleurs. On a été sans doute les gens qui ont été les plus fiers de leur culture. On va comparativement avec les États-Unis en termes de population. Alors, tu vois, on est quand même. Mais ce qui est vrai aussi, et je me suis fait cette réflexion, ce qui est vrai aussi, c'est que à la base, c'est quelque chose qui vient de Reddit, et que Reddit est subdivisé en des milliers de petites communautés, et donc c'est d'abord ces gens-là qui ont créé le tableau. C'est-à-dire qu'il y avait, par exemple, moi je suis fan d'un groupe de rock qui s'appelle King Gizzard, vous aviez le petit encart King Gizzard, et ils l'ont fait. Et en fait, c'est aussi comme ça que s'est développé Place, par des petits pixel art de chaque communauté de Reddit. Mais ce qui est marrant, c'est que la France n'est pas ultra présente sur Reddit en fait. Donc et c'est aussi ce qui a poussé notamment les Espagnols à nous accuser de triche, parce que les gens hispanophones est beaucoup plus représentés sur Reddit. Exactement. Donc on est vraiment les ennemis de l'Espagne. Là, si vous êtes streamer technophile et que vous allez en vacances en Espagne, vous attendez pas à être super bien accueillis. Voilà, si vous êtes dans un bar à tapas, attention à ce que vous mangez. Voilà, c'est ce que je vous dis. Bah écoutez, on aura au moins gagné la Coupe du Monde du pixel. À défaut on verra l'autre, c'est dans quelques mois. Bon, d'ailleurs, c'est fini maintenant. Tout est redevenu blanc. Alors, t'as des petits malins qui essayent de faire du business avec, t'as vu, parce qu'il y a des cadres qui sont vendus, il y a des mecs qui ont essayé de le vendre en NFT, forcément. Alors que t'as un gros truc no NFT dans la fresque, justement, pour dire voilà, pas de récupération. Mais je trouve que c'est aussi un instantané de notre histoire hyper intéressant, ce type d'œuvre. C'est formidable. Ouais, ça restera. Quand tu voudras avoir une vision du monde de 2022 sur Internet, bah écoute, t'as cette fresque qui dit quand même des choses. Voilà. Oui. Il y a un truc intéressant aussi, parce que évidemment les politiques se sont mêlés à cette histoire-là. On parlait de Zidane, c'est intéressant parce que Zemmour a fait un tweet en disant bravo à tous les internautes français qui conservent le drapeau bleu blanc rouge sur la fresque. Sur la fresque. Effectivement, c'est pour ça que tout le monde s'est dit écoutez, comme Zemmour, on n'a pas envie de suivre ce qu'il dit, on va décider Zidane, parce que rappelons que quelques jours auparavant, il y avait eu cette histoire de Zemmour qui était allé sur un stade de foot à Marseille et qu'il avait été sorti par le frère de Zinedine Zidane. J'avais pas suivi ce mini. C'est marrant parce que dans cette histoire, il y a plein de mini-histoires. C'est ça qui est fascinant. Il y aurait presque un bouquin à écrire. C'est pour ce qui s'est passé en quelques jours. C'est pour ça que je disais que c'est aussi une belle photographie c'est un instantané de notre époque finalement, et c'est ça qui est assez intéressant. Voilà, donc pour ça, on pourra en parler pendant des heures, parce qu'effectivement, il y a plein d'autres choses à raconter. Si on enchaînait avec Samsung, on en a parlé juste avant, dans la première partie. Samsung qui est donc, on va dire, le géant de l'électronique, qui pousse quand même à essayer à ce qu'on consomme moins, et finalement c'est ce qu'ils essaient de faire là avec ce programme pour réparer soi-même ses smartphones. C'est assez intéressant. Qui veut en parler ?
Écoute, bon, allez, c'est parti. Ouais, bien sûr. C'est intéressant parce que, je sais pas si tu te souviens, on en avait parlé il y a quelques mois quand Apple avait fait exactement la même chose. Et on avait dit, ça va lancer une onde de choc, les autres ne vont pas pouvoir y passer à côté. Effectivement, Samsung le fait et on peut se douter que les autres fabricants de smartphones vont faire exactement la même chose. En gros, l'idée, c'est quoi ? C'est virage à 180 degrés. Jusqu'ici, on vous disait, si vous avez un problème avec votre téléphone, surtout, ne touchez à rien. Amenez-le vers un réparateur agréé. Si vous essayez de le bidouiller, c'est à vos risques et périls et au risque de la garantie. Et là, maintenant, on a les fabricants, et dont Samsung, qui nous disent, en fait, on va mettre à votre disposition des pièces détachées que vous pourrez acheter sur notre site internet, des petits outils, des mini tournevis, des mini machins, des tutos aussi sous forme de vidéo. Ils se sont alliés avec iFixit, alors que iFixit, si vous tapez réparer smartphone sur internet, vous tombez forcément sur les vidéos d'iFixit, elles sont super bien faites d'ailleurs. Donc ils se sont alliés avec les meilleurs et donc voilà, vous allez pouvoir réparer vous-même, on va dire les pannes ou les problèmes les plus courants, un écran qui se fissure, une prise USB qui fonctionne plus, voilà, une vitre arrière explosée, ce genre de choses. Alors il faut quand même être un petit peu bricoleur et sortir ses petits doigts musclés. Je te dis, moi je suis pas ultra bricoleur, je suis pas certain que je m'y risquerais, mais en tout cas, il donne cette possibilité-là. Ce qui est assez intéressant parce que on pourrait se dire, mais alors, quelle mouche les a piqués ? Est-ce qu'ils ont, ils ont vu je sais pas, une lumière tomber du ciel ? Ils se sont dit, on va sauver la planète. Bon, ça c'est le discours officiel. Et puis accessoirement, ils se tirent un petit peu une balle dans le pied. Alors, parce que si je répare mon téléphone, je serais moins tenté de le changer et d'en reprendre un neuf. Évidemment. Alors pourquoi est-ce qu'ils font ça ? En fait, il y a deux choses. Il y a deux pressions qui sont subies aujourd'hui par les fabricants de smartphones. La première, c'est une pression réglementaire. C'est-à-dire que de plus en plus de pays, et notamment les États-Unis, Biden a dit, on va mettre en place le droit à la réparation, donc le fait que les gens puissent réparer eux-mêmes, et on va taper sur les géants de la tech s'ils ne veulent pas accepter de faire ça. Donc ils se disent, puisqu'on va se faire taper dessus, autant prendre les devants, première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi une pression de la part des consommateurs eux-mêmes. Les consommateurs qui aujourd'hui, il y a quand même une grosse problématique de pouvoir d'achat, d'inflation. En gros, changer son smartphone, c'est plus forcément la priorité absolue. Et d'ailleurs, on le voit dans les chiffres. En France, par exemple, il y a encore 3 ou 4 ans, on changeait de smartphone tous les 20 mois en moyenne. Aujourd'hui, c'est tous les 24 mois. Donc ça reste pas mal, c'était un smartphone tous les 2 ans, mais enfin, ça ralentit un petit peu. Et donc, les fabricants se disent, autant aller avec le sens du vent, et puisque les gens changent moins souvent de smartphone, pour des raisons d'ailleurs dont on pourrait discuter, notamment des raisons d'innovation, à mon avis, on va aller leur proposer de réparer eux-mêmes leur téléphone. Donc voilà un peu la réflexion, à mon avis, qu'a menée Samsung avant de faire cette proposition, sachant que ça va être aux États-Unis dans un premier temps. À partir de cet été, on peut imaginer que ça arrive en France très vite. Assez rapidement, évidemment. Eric ? Oui, c'est intéressant. Oui, c'est à mon avis une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle que des géants comme Samsung, Apple en a parlé aussi, s'y mettent, parce que c'est sûr que, comme tu le dis, ce n'est pas à la portée de tout le monde et il faut faire très attention. Il faut avoir une minutie énorme quand on ouvre un smartphone, et au moindre faux mouvement, on peut évidemment le casser encore plus qu'il ne l'est. Donc c'est une très bonne chose que Samsung s'associe à iFixit, mais je ne sais pas en fait si ça aura un impact énorme justement. Parce que les gens qui sont capables de faire ça et qui s'intéressent, il faut vraiment être effectivement bidouilleur pour le faire. À titre perso, par exemple, je n'essaierai pas forcément de réparer mon smartphone moi-même. Peut-être pour certaines opérations, c'est faisable. Pour d'autres, c'est quand même très compliqué. Mais je trouve que, en tout cas, le fait qu'on puisse ouvrir son matériel, pouvoir démonter, changer une partie s'il faut, c'est bien. On a trop souffert de l'inverse depuis des années. Quand moi j'ai commencé l'informatique, on montait son PC soi-même, on mettait tous les son processeur, sa carte graphique. Évidemment qu'il y a eu de la militarisation, évidemment que c'est plus compliqué. C'est ça, les tapis de la tech. Mais t'as raison. Mais il y a eu des gens, et là on peut pas. Vous vous souvenez de la 3DFX qu'on changeait, qu'on installait sur son PC on fait toujours ça avec les cartes graphiques, ceci dit, mais par contre, on a quand même souffert dans la technologie de gens comme Apple qui, pour le design, bien sûr. Nous ont privés de toutes ces réparations, de tout verrouiller. Alors, c'est toujours le cas sur certaines de leurs machines, sur même beaucoup de leurs machines, et c'est devenu la chose à faire en fait. C'est-à-dire, on prive les gens de l'accès à leur matériel. Le fait qu'on arrive à une nouvelle période
période comme celle-ci, c'est à mon sens une très bonne nouvelle. Et effectivement, si c'est parce que ils ont peur de se faire taper sur les doigts, c'est tant mieux. Donc tant mieux. Après, je ne suis pas sûr, par contre, que beaucoup de gens le fassent. C'est tant mieux qu'on puisse le faire. Ce n'est effectivement, si votre téléphone ne marche pas du tout, peut-être parfois vaut mieux le confier quand même à un professionnel plutôt que d'essayer de le réparer. Je pense que ça peut faire du bien aussi à toutes ces boutiques, vous savez, de réparation de smartphones qui vont se retrouver avec des choses un petit peu plus structurées, parce que parfois c'était un peu fait à la va-vite et n'importe comment. Là, voilà, si Samsung fait tout pour que ce soit plus facile, eh bien les professionnels, on va dire, de quartier, etc., pourront aussi en bénéficier. Donc c'est plutôt pas mal. En fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas le détail de quel impact ça aura sur la garantie. C'est-à-dire que si tu bidouilles le téléphone en suivant leur tuto avec leurs outils, les pièces détachées que tu as achetées, mais que tu arrives à le péter quand même, comme tu disais, ce qui arrivera probablement assez régulièrement, qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce que tu peux te faire rembourser? Est-ce qu'ils te remplacent le téléphone? Attendez, j'ai suivi toutes vos instructions. Je ne suis pas sûr que du coup la garantie. C'est une excellente question. Ouais, mais d'un côté, ça serait dégueulasse de faire sauter la garantie parce qu'il t'incite à réparer toi-même ton smartphone. C'est toute la contradiction. Et c'est là où vous avez raison, c'est que la plupart du temps maintenant, ces smartphones sont étanches et ouvrir un téléphone. C'est en général, tu perds l'étanchéité. Tu perds l'étanchéité. En général, ouais. Et donc, je me dis, bon, voilà, ça doit être quand même un sacré casse-tête pour eux. On va suivre ça, on y reviendra bien sûr. Dans l'actu, tiens, la guerre des réseaux sociaux, avec cette histoire incroyable. On le sait, hein, c'est vraiment la guerre ouverte entre Instagram, Meta donc, et TikTok. Tout simplement parce que TikTok est en train de laminer Instagram. Alors bon, laminer, c'est peut-être un mot très fort, mais disons que voilà, l'audience de TikTok, elle est incroyable et forcément Instagram en souffre. Ça a des conséquences, on va dire, de guéguerre et on va dire, de tension, de concurrence qui amènent à des choses que tu vas nous raconter. C'est dingue. Anthony, folle. Alors, c'est une histoire qui a été révélée par la presse américaine, c'est le Washington Post, si je ne dis pas de bêtises, qui révèle que Facebook a tenté de torpiller TikTok en faisant appel à une agence de communication spécialisée qui a été engagée spécifiquement pour balancer des saletés en fait sur TikTok, notamment auprès des journalistes aux États-Unis, des hommes politiques également, pour essayer d'obtenir en fait de la mauvaise presse, quoi, des mauvais articles, des articles qui disent des trucs un peu négatifs sur TikTok. C'est une agence de communication qui s'appelle Targeted Victory, et en gros, on lui a demandé, son mandat c'était ça, hein, de rendre TikTok le plus dangereux possible. Donc en gros, ils ont appelé des journalistes, ils leur ont balancé des histoires, alors c'est assez croustillant en plus, c'est-à-dire en insistant sur les risques que TikTok fait porter sur les jeunes générations. Alors risque d'espionnage chinois, bon ça c'est la première chose, le fait que TikTok collecte énormément d'informations, de données sur les jeunes utilisateurs, ce qui venant de Facebook, c'est quand même assez savoureux. C'est un peu le camembert qui dit au Roquefort tu pues, quoi. Enfin, voilà, bon, c'est un peu avec la même un peu d'hystéria dessus, quoi. Voilà, en plus, au cas où. Non, mais c'est quand même assez marrant. Et puis, alors même chose, ça c'est dingue. Ils ont fait partir la rumeur que sur TikTok, il y avait des défis complètement débiles et dangereux, du genre allez gifler votre professeur et filmez-vous en train de le faire. Alors c'est vrai, c'est dangereux, ne le faites pas, hein, très clairement. Surtout pour votre avenir. Surtout pour votre avenir, ça peut être vraiment un problématique. Sauf que ce défi, il existe vraiment, mais il a vu le jour sur Facebook en fait, pas du tout sur TikTok. Donc c'est ce qui est complètement ironique. Enfin, c'est assez dingue. Donc ça vient, disons, encore s'ajouter à toutes les casseroles dont on a parlé ces derniers mois, les Facebook Papers, les machins et tout. Ça prouve aussi un peu la panique, le vent de panique chez Meta. Ah ben carrément. Non, Eric. Oui. Alors après, alors c'est dingue. Hein. Cette histoire est complètement folle. Mais en fait, ça ne m'étonne même plus d'eux. C'est-à-dire que rappelez-vous quand Snapchat a émergé. Alors c'était un petit peu avant TikTok, mais quand Snapchat a émergé, Facebook a essayé d'acheter Snapchat. Snapchat a refusé de se faire acheter par Facebook, et Facebook a été clair, il dit ok, vous refusez, on va vous déclarer une guerre totale. Et en fait, ils ont passé leur temps à copier les fonctions de Snapchat et dans le but de laminer Snapchat. Là, c'est la même chose qui se passe avec TikTok, sauf que bon, TikTok est en train de prendre le large et que finalement Facebook court derrière avec des fonctions qui s'en approchent, avec les Reels, etc., dont on a déjà parlé ici. Et en fait, ça, c'est effectivement, il en va de leur survie. C'est-à-dire que si Instagram devient ringard, ce qui pourrait très bien arriver, franchement, si ça continue comme ça. Alors oui, c'est déjà arrivé à Facebook. Pour l'instant, Instagram n'a pas ce statut d'application ringarde, mais elle n'est pas aussi tendance que maintenant les ados, les jeunes vont sur TikTok plutôt sans doute que sur Instagram, et il en va de la survie de Facebook. Donc ils prennent des mesures
de Meta, pardon, ils prennent des mesures qui nous paraissent complètement dingues, mais qui finalement, je pense, effectivement, doivent témoigner d'une certaine panique en interne. C'est clair. Ça doit être complètement illégal, par ailleurs. Enfin, j'imagine. Je ne sais pas s'ils vont se faire taper sur les doigts d'un point de vue légal pour ça, mais enfin, c'est quand même. C'est assez sérieux, quoi, de balancer des fausses informations. Effectivement, surtout exprès pour essayer de détruire la concurrence. Diffuser de la fausse information, sachant qu'en plus on passe son temps à dire qu'il faut essayer de lutter contre, c'est quand même effectivement fort de café. Parce qu'apparemment les échanges de mails sont très clairs, quoi. Enfin, il n'y a pas tellement de doutes, et d'ailleurs Facebook n'a même pas démenti l'information, ce qui en général veut dire confirmation. Sans vouloir reparler à leur place. J'aimerais bien ouvrir les dossiers secrets de Facebook, de Meta, qui sont de moins en moins secrets d'ailleurs, parce qu'on se souvient de toutes ces études concernant Instagram, les jeunes filles, etc. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez. Tous les lanceurs d'alerte, en fait, qui viennent des rangs de Facebook, etc., et qui ont sorti plein d'informations confidentielles. Voilà. On enchaîne, avec pourquoi pas Windows, Windows 11 qui petit à petit trace sa route, mise à jour de Windows, qui alors qu'il y a un peu de mal à arriver chez les pros, visiblement, mais comme toujours. Et donc Microsoft se dit, pour séduire les pros, on fait une mise à jour qu'il faut. Parce que les pros, c'est quand même une bonne partie du marché. Et il y a beaucoup de pros qui sont encore qui traînent sur Windows 7, qui traînent sur Windows 8, donc il est temps de s'y mettre. Donc Microsoft a fait un événement cette semaine c'était consacré au futur du travail hybride. Alors c'est les conférences Microsoft. Parfois c'est un petit peu ennuyeux d'un point de vue d'un point de vue du naming, mais c'était assez intéressant parce qu'ils ont 4 heures de conf, ça va, c'est sympa. En visio sur Teams, c'est cool. Quel enfer. C'était assez intéressant puisqu'ils ont annoncé pas mal de nouveautés déjà pour Windows 11, parce que si vous utilisez Windows 11, peut-être vous êtes frustré de voir qu'il y a des trucs qui avaient disparu par rapport à Windows 10. Eh bien, ça va revenir, notamment par exemple les dossiers dans les onglets. Alors on peut se dire les dossiers les dossiers dans le menu démarrer, c'est-à-dire que sur votre smartphone, on est tous habitués à réunir nos applications dans des dossiers. Là, ce n'est pas possible sous Windows 11 et ils vont le lancer. C'est absolument génial. Ils vont aussi refaire l'explorateur de fichiers, ils vont le moderniser un petit peu, ils vont augmenter, ils vont faire un truc très bien qui est similaire à un truc qu'on trouve sur Android, qui est les sous-titres instantanés. C'est-à-dire dès que vous allez regarder une vidéo, quelle qu'elle soit, vous pourrez voir des sous-titres générés par une IA, évidemment, au-dessus de l'écran de Windows. Donc c'est très bien pour les malentendants, évidemment, mais c'est aussi pratique pour les dans d'autres contextes, pour les traductions, etc., etc. Donc ils annoncent plein de choses pour Windows 11 et c'est plutôt intéressant. Donc notamment en visio aussi, d'après ce que j'ai compris. Alors effectivement, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, tu as plein de nouvelles fonctions de visio et notamment une fonction qui est similaire à celle d'Apple, Center Stage. Donc, quand vous bougez devant votre caméra, la caméra fait en sorte de vous suivre. Et il y aura aussi une fonction de eye tracking. Donc, ça, c'est assez marrant. Même si vous détournez le regard quand vous êtes en visio, une IA va faire en sorte que votre regard soit bien en face de votre interlocuteur. Ça pourrait être un peu bizarre si ça marche pas. C'est pas mal. J'espère qu'on va pas. Oui, c'est faut vachement pas qu'il y ait un effet. Faut pas que ce soit un petit peu bizarre. C'est ça, voilà. Mais c'est un robot en fait. François, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pas encore vu ça marcher. J'ai hâte de le voir. Donc il y a plein de fonctions comme ça qui vont arriver. T'as l'annulation de bruit aussi, qui est pas mal. Il y a l'annulation de bruit. Ou si t'as un enfant qui pleure derrière toi pendant que tu lances une visio, ça va s'annuler automatiquement. T'entends plus l'enfant. Ça va, il y a des priorités. J'ai une réunion là. Vous prenez l'enfant, vous le mettez à la corbeille. Ça fonctionne aussi pour les bruits de perceuse, les bruits de travaux, enfin tout ce que tu tout veux. Tout va bien. Formidable, Microsoft. Non mais c'est malin. Il y a plein de petites fonctions comme ça pour Windows 11, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont lancé, c'est qu'ils vont développer Windows 365. Alors Windows 365, c'est Windows 11, mais par abonnement et dans le cloud. Donc c'est en fait un PC auquel on, un peu comme Shadow, auquel on accède à distance dans le cloud. Donc on a son Windows et ils améliorent largement Windows 365 parce qu'il va être intégré à Windows 11 et on va pouvoir même l'utiliser offline. Donc on va pouvoir l'utiliser quand on est dans un train. On va pouvoir utiliser son PC dans le cloud. Donc offline. Dès qu'on se connecte, en fait, il rapatrie il va faire les une fichiers. synchro dès qu'on se connecte. Ah, d'accord, c'est pas mal. Comme Chromebook en fait. Un peu comme les Chromebooks, oui. Alors ça, et effectivement, tu parlais des pros tout à l'heure, ça effectivement c'est une fonction Windows 65 qu'adorent les gens qui gèrent des nombreuses machines Windows, puisque on peut avoir comme ça des machines beaucoup plus sécurisées.
Allez, pour terminer le produit, j'allais dire what the fuck, je sais pas si on peut dire ça sur un média, je crois. reconnu. Si, ouais. On peut le dire ou pas? Ah ouais, ça oui. passe. Oui. Le produit un peu bizarre, chelou de ce début avril. Auquel on ne promet pas forcément un grand avenir d'emblée. Voilà. Et pourtant, c'est une marque, moi j'admire beaucoup. Bien sûr, moi aussi. Dyson, qui est un peu l'Apple de l'aspirateur, on peut le dire. Franchement. Et des purificateurs d'air. L'Apple de l'aspirateur, ouais. C'est pas mal. C'est un peu ça, Dyson. Non, mais attendez. Et là, mais c'est vrai, en plus, c'est là, bien. Ils ont annoncé le 31 mars. Moi, je me souviens, j'étais en vacances et je vois ça, je dis, mais qu'est-ce que c'est? Les gars, attendez, ne lancez pas ce type de produit juste la veille du 1er avril. Mais ouais, ils ont lancé un truc. Alors, si vous êtes en vidéo, vous le voyez derrière nous et derrière Anthony. De quoi s'agit-il, Anthony? Alors, écoute, on peut le décrire comme un casque audio purificateur d'air, d'accord? Donc casque audio purificateur d'air. Donc casque audio qui purifie l'air qu'on a dans les oreilles ou... Non, qui purifie. Alors en fait, l'air est aspiré au niveau des oreilles, d'accord? Passe dans un système de filtre et arrive à un dispositif, alors qu'on peut décrire comme une visière, mais je dirais presque une muselière, parce que c'est presque ça, qui couvre le nez et la bouche. On dirait un peu Hannibal Lecter quand on met le truc comme ça. C'est entre Hannibal Lecter et Bane, en gros, le grand méchant dans Batman. C'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que alors pour le coup, tu respires un air qui est plus pur, donc ça doit. C'est même pas anti-Covid apparemment, mais en tout cas, ça va supprimer toutes les petites particules fines, les machins, les allergènes. Donc voilà, tu respires mieux quand tu es dans une ville très polluée. Par contre, t'as l'air d'un psychopathe. Donc voilà, c'est un calcul à faire. Voilà, tu choisis ton combat. Ouais. Mais alors, je sais pas. Moi, je suis comme toi, c'est-à-dire que je les admire énormément, notamment en termes de design Dyson. Donc je me dis, soit ils sont complètement visionnaires. Dans 5 ans, on est tous à se balader avec des trucs comme ça. Et on sera là tout penaud en disant, pétard, ils avaient raison. Alors très bien, on ressortira l'enregistrement. Y a pas de souci. Mais j'ai quand même des doutes. Soit ils sont complètement à côté de la plaque et ils se disent, et c'est assez intéressant d'ailleurs, comme d'autres fabricants d'électronique, parce qu'il y a d'autres projets un peu dans le même genre. J'en ai vu chez LG, chez Xiaomi. Bon, tu te rappelles du masque, du masque anti-Covid que tu nous avais présenté il y a quelques temps? Mais bien sûr, mais c'est à ça que je pensais. Ou à Razer aussi, avec les petites loupiottes, genre clavier rétro-éclairé, mais sur un masque anti-Covid. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que les gars se disent, bon, vous avez porté des masques anti-Covid pendant 2 ans, là je crois que vous êtes prêts. Là. On peut vous mettre n'importe quoi sur la tête. Vous avez tout avalé, on va encore plus loin. Donc il n'y a pas de problème. Donc ils sont avec ces systèmes de masques auxquels on va ajouter des fonctionnalités. Donc là c'est pour la respiration, il y en a d'autres avec des capteurs d'analyse de la qualité de l'air, d'autres qui imaginent des systèmes de traduction instantanée de ce que tu dis à travers le masque, des systèmes de climatisation, de chauffage ou de refroidissement du visage. Enfin des trucs complètement fous où tu te dis ok, bon, délire d'ingénieur, brevet, pourquoi pas, concept, mais alors produit commercial, parce que là apparemment c'est un vrai projet. En plus ils disent on n'a pas attendu le Covid, on travaillait dessus depuis 6 ans et on va le sortir commercialement dans les mois qui viennent. Bon très bien, on le testera. On n'a pas le prix encore. On n'a pas le prix, je sais plus, je l'ai pas trouvé, mais parce que je vois pas que Dyson c'est pas donné. Non, de manière générale. Non, en général. Et oui, c'est quand même effectivement complètement what the fuck. Moi j'imagine si on avait la totale. J'ai envie de dire c'est un produit qui manque pas d'air, mais est-ce que ça c'est un produit qui manque pas d'air. C'est pour moi. Moi j'imagine si vous voulez ajouter un petit casque de VR là-dessus, comme ça vous êtes bien. Oui, vous êtes parfait. Non mais j'ai lu ça demanderait confirmation, mais j'ai lu un long thread sur Twitter d'une youtubeuse tech chinoise qui expliquait en plus que par rapport au Covid, au contraire, ce casque pouvait être dangereux, puisque en fait, si vous avez le Covid, il aurait plutôt tendance, alors oui, vous allez respirer peut-être un air plus pur, mais ensuite répandre plus aisément le virus. Ah bon c'est ce qu'elle avait l'air de dire. Donc effectivement, je ne sais pas s'ils en ont vraiment parlé, et en fait, effectivement, ce n'est pas un casque qui est lié au Covid. Non, ils ont le mot Covid n'est même pas dans le. C'est plutôt pour la pollution atmosphérique. On peut imaginer, par exemple, pour tous les cyclistes qui sont dans Paris, qui se tapent les diesels, etc. Ça pourrait... mais vous n'avez pas le droit d'avoir de casque en vélo. Donc, c'est donc dans le alors c'est dans le métro. C'est vrai que l'air du métro est pollué, cela dit. Mais oui. Bon. Puis là, t'es sûr d'avoir une place assise. Mais parce que franchement, mais j'en pense une rame entière pour toi. Mais là, t'es bien. Là, t'es tranquille. Il n'y a pas de problème. Mais ça m'a fait penser au. Je sais pas si vous vous souvenez du Nozulus Rift. Ça vous dit quelque chose ça? C'était Ubisoft qui avait sorti ça. C'est une sorte de gadget, un truc que tu mettais sur le nez et qui t'envoyait des odeurs quand tu jouais à un jeu. Donc c'était avec le côté complètement immersif. Et ça avait un petit peu le même look.
Je me souviens que je l'avais présenté en plateau en disant bon bah c'est sympa, mais après je me vois pas jouer 4 heures de suite avec ce machin sur la tête. Là c'est pareil, je me vois pas me balader dans la rue avec ce machin, le Zone, donc ça s'appelle le Dyson Zone. Voilà, ceux qui veulent aller voir ça ressemble. On a beaucoup de respect pour, je crois que c'est James Dyson, qui est un gars hyper visionnaire, franchement, qui a révolutionné l'industrie de l'aspiration. Enfin voilà. Ah non, mais bien sûr, il n'y a pas de doute. Il se lance là-dedans, on est un peu dubitatif, on va dire. On verra bien. Moi, ça me fait beaucoup rire. C'est clair. Dès que je le vois, je rigole. C'est quand même assez génial. Vivement que ça arrive dans les rédacs, ce truc-là. On va se faire des selfies, les gars. Ça va être top. On va se régaler. Bon, merci beaucoup à tous les deux. C'était top. Merci. Bien sûr, comme à chaque fois. Merci beaucoup, Anthony Morel, qu'on retrouve tous les jours, évidemment, sur BFM Business et avec Estelle Denis sur RMC. RMC Story, entre midi et 2, c'est ça ? Entre midi et 2 à 13h, juste avant 13h. Et puis, on lit avec beaucoup d'attention 01net.com avec le patron de 01net qui est là, Eric Le Bourlou. Merci beaucoup. Merci. Ce De quoi je me mêle est terminé. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. N'hésitez pas à réagir. Le hashtag DQJMM. Vous pouvez nous retrouver en podcast, bien sûr, sur l'appli RMC BFM Play. Portez-vous bien et on sera là la semaine prochaine. Salut à tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.